Bonjour à tous, un nouveau épisode de Modern Talk en mode intimiste, cette fois-ci avec Laurent Ozon. Bonjour Laurent. Bonjour Alexis. Alors tu es auteur très calé en géopolitique et en politique aussi, et tu sors un livre sur les néoconservateurs, une élite impériale pour cette élite effectivement qui domine le monde par sa vision du monde particulière et qui fait qu'aujourd'hui Donald Trump est un point d'interrogation, y compris pour sa base MAGA qui attendait un président non interventionniste, qui allait sortir les dossiers Epstein, qui allait s'intéresser aux Américains de l'intérieur, mais il fait comme tous les autres, il assure la pérennité de l'Empire par des actions et des coups d'éclat à l'extérieur. Oui, alors on va dire, c'est globalement vrai. C'est ce qu'on est en train, en tout cas, de voir. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne assez fortement aujourd'hui, puisqu'il a déjà dépassé le record de Biden en matière de bombardement. Donc, En voilà. un an. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce qui faisait la différence, qui a toujours fait la différence entre, je dirais, les réalistes cyniques américains et les néoconservateurs, parce que c'est pas exactement la même chose, c'était les raisons pour lesquelles ils intervenaient à l'extérieur. Ça, on peut quand même dire un mot là-dessus. Chez Kissinger, par exemple, qui n'est pas un néoconservateur, chez Kissinger, il y a déjà cette idée que les États-Unis, et avant Kissinger, la doctrine Monroe, etc., doit s'intéresser évidemment au monde et doit agir sur ce monde. La caractéristique des néoconservateurs, c'est pas tant d'être seulement interventionnistes, c'est les intérêts pour lesquels ils le sont. C'est-à-dire que les lubies des néoconservateurs, ce sont la Russie et le proche Moyen-Orient. Chez Donald Trump, on a, je dirais, une politique clairement expansionniste, on peut pas dire, oui, expansionniste stricto sensu des États-Unis, mais qui ne colle pas tout à fait on va dire qui ne colle pas au cahier des charges néoconservateur, au sens strict, puisque le cahier des charges néoconservateur, c'est en gros des gens qui ont globalement focalisé les États-Unis sur la lutte contre la Russie et la déstabilisation de tous les États arabes autour d'Israël, pour faire simple. Donc c'est en cela qu'on les considérait comme néoconservateurs, puisque c'était globalement des élites d'origine ashkénaze, d'origine russe ou péri-russe, on va dire, du monde russe, pour sens large, et qui avaient abandonné leur communisme en partant aux États-Unis pour se convertir au trotskisme, puis ensuite pour abandonner leur trotskisme et se convertir au sionisme et à l'impérialisme US, dans la mesure où ils considéraient que les États-Unis, et à juste titre sans doute pour eux, considéraient que les États-Unis étaient la seule puissance mondiale qui pouvait aider durablement ou soutenir durablement Israël dans son établissement ou dans sa sécurisation, bref. Et donc, on a raison de dire que la politique de Trump, finalement, revient sur les fondamentaux malgré les promesses, mais on a déjà vu ça souvent avant, avec Obama par exemple, dans un tout autre genre, qui s'est quand même fait élire sur un programme très multilatéraliste, etc., etc., et qui a fait comme tous les autres, même qui a fait plus que les autres encore. Il semblerait d'ailleurs que ça soit, c'est assez amusant, enfin si on peut dire, sauf pour les gens qui prennent les bombes sur la gueule évidemment, c'est assez amusant de voir que en général, plus ils en donnent, plus ils mettent le paquet auprès de leur électorat et durant leur campagne sur le thème de la paix, de l'entente, du respect des institutions internationales ou de la nécessité de créer des deals et de trouver des accords intelligents et d'arrêter de faire la guerre n'importe où, n'importe comment, et pire ils font à la fin. C'est un peu ce que disait Poutine il y a quelques années quand il disait à chaque fois président américain, à chaque fois ils se font élire avec des thématiques de discussion, etc. Et à chaque fois on voit des hommes, comme il le disait lui-même, des hommes en noir se pointer et la politique changer radicalement. Mais même Obama qui a eu le prix Nobel avant même de mettre un pied à la Maison Blanche, c'était par principe, hein, et Donald Trump qui rêve de ce prix Nobel, hein, et qui a vraiment les nerfs de se dire et pourquoi moi je l'ai pas, et on sent que c'est un but dans sa vie d'avoir ce prix Nobel de la paix, pour ce que ça vaut, hein. C'est quand même, pourquoi c'est si important ce prix Nobel de la paix? Le prix Nobel, je sais pas, mais aujourd'hui le prix Nobel de la paix, ça ressemble, enfin c'est bon, on est quand même dans un contexte assez amusant où ils l'ont quand même décerné à une femme qui expliquait sur tous les plateaux de télévision qu'il fallait bombarder le Venezuela. Donc même Trump, qui n'a pas été
c'est pas un émotif, exagéré, on va dire. Même lui a considéré qu'elle n'était pas vraiment représentative et tout à fait acceptée au Venezuela. On parlera du Venezuela parce que c'est intéressant justement en termes d'interventionnisme américain. C'est un peu une nouvelle page qui s'ouvre dans le livre. Là, on choisit de faire une opération d'éclat, sans doute avec des agents infiltrés, et on va chercher un président, Maduro en l'occurrence, pour le mettre en prison sous le trafic de drogue, c'est ça les charges. Mais on ne change pas le régime. C'est pas le but aujourd'hui affiché de changer le régime. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Machado, la prix Nobel de la paix, ravale un peu sa Valda en disant mais attendez, moi j'attendais, j'étais prête. Vous m'aviez quasiment promis. Elle avait été exfiltrée pour aller chercher son Nobel. C'était vraiment l'agent que tout le monde attendait. Et là, Trump dit non, c'est pas le moment. On va d'abord faire les deals pour le pétrole. Ton pays, on s'en occupera après si tu as besoin de prendre le pouvoir. Oui, c'est ce qui, malgré les remarques qu'on peut faire sur le côté interventionniste de Trump, c'est quand même globalement son opération Maduro est une réussite militaire, ça, il n'y a pas absolument aucun doute là-dessus, et elle a démontré une capacité d'exécution très, très, très forte. Donc c'est de ce point de vue-là très... Il y a certains Américains pour qui c'est un motif de fierté. Une chose est sûre, c'est qu'elle a fait très peu de morts. Alors c'est toujours trop, c'est toujours un mort de trop. Oui. Mais par rapport à ce que coûterait une guerre civile ou une invasion militaire, ça n'a rien à voir. Mais rien à voir. Donc on est là dans un cadre de changement de régime qui se traduit, je dirais, à la façon des renversements de régime dans l'Empire romain. Il y a la garde prétorienne qui dégage, ou une partie de la garde prétorienne qui passe, assassinée par l'autre moitié, et puis l'ancien conseiller devient... bon, bref, donc on est là dans un changement de régime. Je pense que l'objectif, je pense qu'il est assez clair de la part des États-Unis, c'est de maîtriser leur environnement immédiat et d'avoir le contrôle sur leur environnement immédiat. Le Venezuela, c'est un cas bien, bien particulier. Et la réussite de Trump dans cette affaire-là, si on peut dire, c'est d'avoir réussi a priori à faire entendre ce qu'il avait envie de faire entendre à la classe politique vénézuélienne, on va dire au système vénézuélien, parce qu'on aurait tort d'écrire en fait le Venezuela comme une sorte de pyramide avec Maduro qui règne sur des esclaves, etc. etc. C'est pas du tout ça. Il y a un État vénézuélien. Il y a un État, il y a une armée, il y a des institutions, etc. etc. Et évidemment, il y a que la caricature habituelle des droitards sur les réseaux sociaux pour nous présenter ça. Oui, c'est ça. Donc, une fois quand on connaît un peu le Venezuela, ce qui n'est pas trop mon cas, mais je connais des gens qui le connaissent plutôt bien, m'ont expliqué comment ça fonctionnait de l'intérieur. Donc, on ne pouvait pas... Trump avait le choix probablement entre plusieurs options. L'option la moins coûteuse, la plus rapide et la moins coûteuse en vie humaine, en impact et en argent aussi, en dépenses, était probablement celle qu'il a choisie. Donc il va réussir à mettre au pas d'une certaine façon très probablement le Venezuela sans avoir besoin de déclencher une guerre. Mais bon, de ce point de vue-là, on peut dire que c'est objectivement une réussite. Ça démontre en tout cas que les États-Unis, dans leur environnement proche, ont une possibilité de contrôle sur leurs voisins que la Russie n'a pas ou que la Chine n'a pas non plus. C'est-à-dire qu'on a typiquement la Russie qui est entourée d'un certain nombre d'États, en particulier l'Ukraine, mais d'autres, etc., avec lesquels le besoin de contrôle et la nécessité de maîtrise, en quelque sorte, implique des dépenses, des moyens extrêmement importants, des coûts extrêmement importants, aussi bien sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan des vies humaines, etc., du temps. Là, les Américains démontrent qu'ils peuvent se projeter... au Venezuela, c'est tout près, Enfin, l'Ukraine, c'est tout près pour la Russie aussi. Voilà. Donc, ils sont capables de se projeter extrêmement rapidement, d'opérer un changement de régime, comme ça, ni vu ni connu, et de le faire dans des conditions quasiment optimales en termes d'exécution. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Je crois que c'est un vrai coup de maître de la part de Trump sur le plan de l'efficacité. Maintenant, évidemment, je ferai sur le plan des principes et sur le plan de la politique internationale, c'est la loi de la jungle, la loi du plus fort. Mais au moins, le bon côté des choses, c'est que jusqu'à maintenant, il y avait encore des gens qui faisaient mine de faire croire qu'il y avait encore des règles internationales et qu'il y avait encore un droit international. Aujourd'hui, je crois que la plupart des gens qui ont un minimum d'honnêteté peuvent décemment plus continuer à
faire reposer, je dirais, leur argumentation là-dessus. Justement, le message de Trump, alors c'est la doctrine Monroe remise à jour, l'Amérique du Sud c'est l'Amérique, donc c'est chez nous, donc on fait ce qu'on veut, en gros. Mais le message sur les institutions internationales, il est clair. Trump qui retire les États-Unis de 66 institutions, enfin clubs sur le climat, sur le carbone, sur tous ces trucs-là, il a dit c'est fini, on s'en va. Et puis après, il dit écoutez, même sur les accords comme l'OTAN, moi je préfère le Groenland à l'OTAN, donc maintenant c'est qui a le plus d'armes, qui a l'avancée en IA, qui est capable de faire ce qu'on a fait nous avec nos bombardiers furtifs, nos troupes d'élite. Voilà. Si vous n'en êtes pas capable, vous pouvez bien respecter le droit international, mais on s'en fout. C'est ça, donc c'est une très bonne synthèse. Bah oui, en fait on est franchement maintenant dans cette phase-là. C'est une phase où on est dans une phase de désinhibition totale du point de vue de la... du point de vue de l'attitude, du point de vue de la politique menée, du point de vue des opérations et du point de vue du discours. Au moins, les choses sont alignées de ce point de vue-là. Donc, on avait avant des désinhibitions, mais qui étaient accompagnées d'un nuage polluant, je dirais, toxique, de propagande absolument incessante et invraisemblable, où globalement, on avait toujours les mêmes idiots qui marchaient, qui changeaient leur drapeau, qui passaient de la picouse au drapeau ukrainien, puis du drapeau ukrainien pour la liberté. Au drapeau iranien, alors c'est toujours etc. C'est toujours le logiciel en vigueur en Union européenne. Oui, alors, si on écoute Kaja Kallas... Alors j'allais y venir précisément, c'est-à-dire qu'effectivement, on sent bien que les États-Unis, en gros, arrêtent de jouer la pièce, quoi, globalement, ne remboursent pas les spectateurs et arrêtent la pièce. Donc voilà, et que les Européens continuent à complètement hébétés, d'abord à s'accrocher à leur vieil allié, à ce qu'ils appellent toujours leur vieil allié, les États-Unis d'Amérique. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le fait que nous soyons des alliés des États-Unis d'Amérique, mais aussi sur, ils espèrent tous évidemment que Trump va se planter aux prochains midterms, voire qu'il y aura un changement de politique aux États-Unis et que tout rentrera dans l'ordre dans la prochaine élection. Bon, celle-ci ou la suivante. Bon. Et donc il y a une volonté de durer, je dirais, dans l'Union européenne, une volonté de maintenir en quelque sorte, de garder la même ligne, de façon un peu autistique, comme ça, avec des œillères, non, on continue, etc., etc. Bon, la probabilité, on peut penser que Trump va avoir effectivement quelques difficultés, parce que sa politique de désinhibition du discours, même si elle est objectivement dans les actes, en tout cas, et dans ses effets beaucoup moins meurtrières que les discours moralisateurs des démocrates impérialistes d'il y a 15 ans, ou des sociodémocrates impérialistes d'il y a 15 ans, même si elle est moins meurtrière, cette politique de Trump est une politique désinhibée, mais le problème c'est qu'il a aussi la même politique à l'intérieur. C'est-à-dire que dans les relations internationales, la désinhibition, c'est moi qui ai les plus gros, je les mets sur la table et fermez vos gueules. Ok, bon, tout le monde se dit ok, c'est le grand type orange là-bas, c'est la première puissance mondiale. On va attendre que ça se passe, on va faire le dos rond et espérons que ça bouge là-bas. En tout cas, c'est l'attitude des Européens. À l'intérieur, aux États-Unis, par contre, cette façon de gérer les choses, cette façon de faire, cette radicalisation aussi, parce qu'il y a une forme de radicalisation, n'est pas sans danger pour la stabilité des États-Unis d'Amérique. On le voit typiquement avec l'affaire de cet agent de l'ICA qui a abattu une femme au volant de 3 balles dans la tête, où il aurait été très simple pour le camp Trump de dire c'est un dramatique accident, voilà ce qui arrive quand on s'interpose dans des opérations de police, c'est toujours dangereux, évidemment on regrette beaucoup pour cette victime, pour cette personne, etc. On compatit, mais quand même éviter de vous interposer parce qu'ils sont là pour faire respecter la loi. Ça aurait été un discours à peu près tenable. Ils auraient eu des manifestations, quand je dis à peu près tenable, c'est quand même un assassinat, mais c'était gérable. C'est-à-dire c'était gérable. Le discours potentiellement. Ils auraient quand même eu les radicaux anti-Trump et les radicaux de gauche contre eux, parce que évidemment c'est quand même un assassinat, donc il y aurait quand même eu des manifestations, mais toute la zone grise qu'il y a entre les hyper-Trump et les hyper-anti-Trump, toute cette zone grise-là serait restée globalement immobile. Là, le problème c'est que, et c'est pour ça que je parle de radicalisation et de désinhibition générale, c'est que on a vu Donald Trump, mais aussi la quasi-totalité des relais d'influence, à quelques exceptions très intéressantes, dans la galaxie Trump et autour, dans le système MAGA,
légitimer cet assassinat, t'expliquer que quand même elle l'avait bien cherché, que, etc. etc. Qu'elle était gauchiste, lesbienne, tout y est passé. Elle manifestait contre les opérations de police, etc. Et que c'était elle qui avait essayé de rouler sur l'agent, etc. Bref, il y a tout avec des vidéos par IA qui sont fausses et qui tournent pour bien montrer qu'elle voulait écraser bien l'agent, sûr. alors que donc vidéos montrent le contraire. Évidemment, ce comportement-là a eu, dans une partie de l'opinion publique américaine, qui essaye de tenir la voie droite, c'est-à-dire de garder un petit peu d'équilibre dans son jugement sur les choses, etc., ou qui se réclament du christianisme, des fois ça peut les influencer aussi. Le respect de la vie. Le respect de la vie, etc., et de la compassion, etc., se sont retrouvés là, pour le coup, assez sidérés par la désinhibition totale du discours sur les réseaux sociaux, des réseaux MAGA, jusque chez J.D. Vance, qui est théoriquement un catholique, qui avait plutôt fait montre d'une certaine retenue et d'un certain équilibre, d'un certain nombre de positions, et qui là, à mon avis, sous la pression très forte de l'administration Trump, s'est complètement couché et a tenu le même discours que les autres, à savoir... Avec, en plus, quand même, un moment de prière pour cette personne qui est partie trop tôt. Enfin, il y a un petit moment de compassion, quand même, avant le pavé pour dire « mais c'est une gauchiste, donc voilà. Donc, alors ça, typiquement, cette affaire-là, pour moi, au-delà, je dirais, du fait qu'elle est un facteur... Elle traduit aussi quelque chose. C'est-à-dire que cette façon de gérer cet incident, au-delà de cet incident lui-même, je dirais, parce que bon, malheureusement, au-delà de ça, ça traduit quelque chose. Ça traduit le fait que ce discours de désinhibition, cette désinhibition du discours, cette violence et cette volonté de passer par-dessus absolument tout critère et d'être dans la subjectivité pure, on l'avait retrouvé dans le soutien à la politique israélienne contre les civils à Gaza, mais on se disait c'était les Israéliens. Et donc on mettait ça sur le compte, je dirais, des passions très particulières de l'histoire du peuple juif et de toutes les, je dirais, les violences régionales. De la violence régionale et aussi de tout un contexte qui était très spécifique et qu'on estimait être très spécifique. On s'aperçoit que finalement, cette violence-là a contaminé l'ensemble de la société américaine et commence à regarder les réseaux sociaux français aussi un peu à contaminer la société française. Et donc cette désinhibition totale dans le je peux t'écraser la gueule à coups de talon et en plus, non seulement ça, mais en plus je vais te caricaturer, je vais te diffamer une fois que t'es mort, cette phase-là est assez sidérante. Et je le dis, il y a des gens qui vivent uniquement sur les réseaux sociaux et leur représentation du monde se fait à partir de du dernier tweet de machin, etc. Mais chez tous les gens qui vivent dans la vraie vie, avec les vrais gens, ça passera jamais. Non. Ça ne passera jamais. C'est-à-dire que c'est ça que n'ont pas compris d'ailleurs les soutiens à l'État d'Israël pendant les affaires de Gaza. Ils ont mis 6 mois avant de comprendre en fait qu'ils ne pourraient pas avoir le soutien de l'opinion publique et que massivement l'opinion publique allait se retourner contre un État qui pratiquait ce genre de choses. Ils n'ont pas voulu l'entendre, ils n'ont pas voulu le comprendre. On a vu la droite populiste française marcher dans ce discours-là, le relayer, etc., etc. Et aujourd'hui, quasiment tout le monde est un petit peu piégé, un petit peu comme vous l'auriez fait en cautionnant un criminel, et se trouve bien gêné par cette situation. Mais là, on est un peu dans la même phase. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on a exactement le même comportement à l'intérieur et à l'extérieur, avec des gens qui semblent a priori capables de dire absolument tout et n'importe quoi, et qui sont dans la subjectivité totale, qui ont abandonné absolument tout sens moral, et qui se comportent comme des adolescents hystériques sur les réseaux sociaux. Ouais, mais pas que sur les réseaux sociaux, parce que finalement, c'est la continuité de George W. Bush, either you're with us or against us, vous êtes avec nous contre nous. C'est un peu ce que veut Trump, de faire le tri et de dire les masques tombent. Maintenant, si vous ne dites pas comme moi que c'est une gauchiste et qu'elle a mérité sa balle dans la tête, vous êtes contre moi. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Et donc, il y a une volonté aussi de cette hystérisation du débat national, peut-être parce que c'est une année de mi-terme aussi.
Peut-être aussi parce que c'est une course en avant MAGA et que derrière, il y a la volonté de lancer un mouvement qui va garder le pouvoir pour éviter justement ce balancier où l'Europe est devenue la base arrière des démocrates en attendant la suite. Et se dire, cette fois-ci, on va couper l'herbe sous le pied, on va radicaliser la société, vous ne pourrez pas revenir, les démocrates. Alors moi, évidemment, j'ai une interprétation légèrement différente, même si elle recoupe en partie la tienne. Et cette interprétation, c'est que tout ça est cohérent. Et que tout ça se tient. Et qu'on a affaire globalement aux mêmes forces et au même dispositif de force. On a affaire à des gens qui pour des raisons diverses et variées, ont décidé de passer un pacte d'alliance avec la frange la plus radicalisée des populations de leur pays pour produire, créer les conditions d'un état de tension intérieure, d'un état de stress intérieur qui peut légitimer une montée aux extrêmes, René Girard, une montée aux extrêmes assez rapide, des lois d'exception et un reformatage constitutionnel général. Et un État encore plus fort. Et évidemment, des institutions, des lois, des outils, des moyens, puisque évidemment le stress est toujours... derrière le mot urgence, il y a toujours derrière le mot urgence vient toujours inévitablement le mot ferme ta gueule. Quand vous entendez un mec vous dire urgent, attendez-vous à ce que très peu de temps après, il vous dise ferme-la, quoi. Enfin, c'est à peu près toujours la même chose. Donc, on sait que le stress s'est utilisé et que on a affaire à des gens qui, et c'est pour ça que je parlais de cette continuité avec politique intérieure, politique extérieure, politique israélienne, parce que bon, il y a un très fort engagement de l'administration Trump toujours derrière Netanyahou, qui est quand même un sacré escroc et aussi un criminel accessoirement. Mais on a là, très franchement, la mise en place d'un système de pouvoir qui semble effectivement dans une phase de radicalisation, dans une phase on va dire de radicalisation, de désinhibition totale. Et à voir la façon dont ça se passe aux États-Unis, je ne suis pas certain que les adversaires géopolitiques des États-Unis ne regardent pas ce phénomène en se frottant les mains. Oui, en attendant l'effondrement de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est un peu le constat que j'avais fait, c'est-à-dire je crois que les gens qui sont autour de Trump sont des réalistes politiques au sens de Machiavel, etc., sont des réalistes politiques qui, contrairement aux néoconservateurs, qui sont mus par beaucoup de ressentiment à l'égard de la Russie et puis les intérêts israéliens en première option, deuxième option et troisième option, l'administration Trump, c'est au-delà de ça. C'est-à-dire ils restent très pro-israéliens, ils restent très attentifs aux intérêts israéliens, ils restent en vigilance vis-à-vis de la Russie, mais globalement plutôt dans une position qui est une position de tempérance. Pourquoi ? Parce qu'ils ont globalement fait le pari et le constat que la politique des néoconservateurs avait poussé la Russie dans les bras de la Chine et que, ce faisant, elle avait créé en fait un bloc qui, du point de vue financier, du point de vue économique, du point de vue scientifique, du point de vue des ressources, du point de vue de l'étendue du territoire, du point de vue des moyens militaires, du point de vue des capacités diplomatiques et de l'influence diplomatique mondiale, était bien au-delà de leur force. Bien au-delà de leur force. Si, en plus, ces gens-là se trouvent confrontés, ces élites, cette oligarchie occidentale, se trouvent confrontés à une population ou à un tiers de la population ou la moitié de la population qui a envie de les pendre à des réverbères, ils se doutent bien que le combat est mal barré. C'est-à-dire tu peux éventuellement envisager, ils peuvent envisager éventuellement des rapports de force explicites et clairs avec la Chine d'ici à 2030. Mais contre le bloc Chine-Russie, ça va être beaucoup plus compliqué. Contre le bloc Chine-Russie-Iran, on se rappelle que l'Iran, c'est pas non plus le pays moyenâgeux du tiers-monde que nous dépeignent les influenceurs. C'est un pays qui produit plus d'ingénieurs à lui tout seul que la France et l'Allemagne réunies. Je le rappelle, en passant. Et qu'en plus, avoir en son sein, c'est-à-dire à l'intérieur de sa propre population, de son propre pays, des millions de personnes qui ne rêvent que d'une chose, c'est de les pendre à des réverbères, ça fait beaucoup. Et donc, ces gens-là ont fait le choix de découpler en quelque sorte la Russie de la Chine, d'éviter, d'affaiblir si possible l'Iran ou de la sortir aussi du jeu, et de faire un pacte d'une certaine façon avec
les gens qui avaient envie de les pendre au réverbère. Ouais. Bon. Et donc, il va y avoir une tentative. Il y a une tentative, en fait, donc, d'où leurs efforts en direction de ce qu'on appelle l'extrême droite, qui est un terme totalement abusif pour des tas de raisons. Une volonté de reprise en main, en quelque sorte, des droites populistes en Europe, s'inscrit tout à fait dans cette logique-là. Hein, il s'agit de remettre, en quelque sorte, les droites populistes en Europe au pas. Droites populistes qui sont parfois très pro-russes, des fois très anti-russes ou des fois à mi-chemin entre les deux. Très diverses. Mais là, il faut très qu'il y ait diverses. juste une ligne qui vient de Washington pour toutes ces droites populistes. Voilà. Et donc, on a là un phénomène assez intéressant. Alors, il y a un autre paramètre qui est assez intéressant à noter, c'est l'attitude de la base MAGA. Puisque là, c'est pareil, on a Trump qui est sous la pression électorale de sa base. MAGA, je dirais l'américain de base, l'américain qui voyait ses trous dans les routes, qui dormait dans sa bagnole, qui n'avait pas de boulot et dont toutes les industries s'étaient barrées en Chine ou au Vietnam. Cet américain-là, lui, le fait qu'on aille faire la politique israélienne et qu'on aille déstabiliser la Syrie, il n'en a rien à foutre. Objectivement, lui, l'Iran, il s'en tamponne le coquillard. Hein. Et donc, cette base-là qui a fait élire Trump et qui attendait du care, donc du souci pour une politique intérieure, ne l'a toujours pas pour l'instant. Même les statistiques de remigration, entre guillemets, c'est-à-dire de réexpédition, d'inversion des flux migratoires de Trump sont très très mauvais, sont très inférieurs à ceux... Il a mis des moyens sur la ICI, justement. C'est pour ça que c'est très paradoxal, c'est que toutes les stats montrent qu'il a envoyé beaucoup moins d'étrangers en situation régulière que tous ses prédécesseurs, voire même que Obama. Et donc, oui, donc... Je dirais les gens, la base MAGA qui a voté pour ça, et du care, et du souci, et de la réindustrialisation, etc., pour l'instant, elle n'est pas franchement satisfaite. Voilà, et donc elle ne voit pas d'un bon oeil cet hyper-investissement de Trump dans la politique internationale. Elle ne comprend pas ça. Surtout, je pense, le pire, c'est le surinvestissement sur le soutien à Israël. Où là, il y a quand même des dissensions au sein de MAGA. Charlie Kirk, qui s'est fait assassiner, commençait à avoir quand même des mots très critiques sur la politique de Netanyahou. Tucker Carlson, aussi un autre ultra-influenceur trumpiste, commence à dire ça ne va pas de ce côté-là. Puis, il en remet une couche avec le meurtre de cette mère de famille par l'ICI. Enfin, on est typiquement là avec Tucker Carlson dans le cadre d'un homme qui a ses défauts et ses limites assez claires sur un certain nombre de sujets, mais qui essaye toujours de tenir une voie droite. C'est un chrétien conservateur. Donc pour lui, assassiner une mère de famille au volant, même si c'est une gauchiste et qu'elle est devenue lesbienne, c'est quand même toujours assassiner une personne au volant. Même pour un chrétien conservateur américain. Ça va loin, Voilà. Et donc, on a, même dans la base Trump, même dans la base MAGA, des gens qui n'accompagnent pas cette désinhibition dont je te parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas de ça. Bien sûr. Qui veulent... ils voient que c'est un mur derrière. Qui veulent du conservatisme, qui veulent qu'on respecte leurs valeurs, qui veulent du conservatisme chrétien, qui ont toutes les valeurs, mais il y a ceci, cela, qui veulent du care, qui veulent de la réindustrialisation, qui veulent une politique anti-wokiste ferme, etc., qui veulent que leur pays se fasse respecter, ok, mais qui ne veulent pas ce à quoi ils ont assisté ces derniers mois, c'est-à-dire un soutien inconditionnel à un massacre de civils en Israël, une omniprésence des questions de la politique israélienne dans la vie politique française, dans la vie politique américaine, mais française aussi. Voilà. Une politique de désinhibition totale du discours, d'une violence absolument effarante qui, même pour une partie de la droite conservatrice américaine, est vraiment too much, etc. Et justement, tu parlais du saucissonnage des thèmes, découpler la Russie de la Chine. Là, on voit qu'Israël a réussi à décapiter le Hezbollah, le Hamas. La Syrie est tombée en un claquement de doigts. Hein. Al-Shara, ancien terroriste islamiste, est maintenant vénéré par l'Union européenne et tout le monde, même si les Kurdes se font massacrer en ce moment, mais c'est pas grave, c'est la Syrie. Et l'Iran, qui est à nouveau en proie à des manifestations populaires, avec derrière, évidemment, une ingérence évidente, mais aussi une volonté du peuple iranien d'en finir avec les mollahs. Est-ce que là, c'est la bonne pour l'Iran ? Est-ce que Trump va faire peut-être le petit truc en plus qui fait que le régime va tomber parce que c'est décidé, maintenant, on y va ? Alors, le problème de l'Iran, c'est que même s'ils obtenaient un changement à la tête du régime, l'Iran, c'est pas non plus un Bantoustan avec un chef de tribu à la tête. Il faut qu'ils arrêtent. Et par ailleurs, l'Iran, ça n'est pas aux portes des États-Unis non plus. Donc ça veut dire que, quel que soit le changement de régime qui aura lieu en Iran,
la personne ou le dispositif de pouvoir qui aura lieu si il devait y avoir un changement de régime, je pense qu'il y a un moment où il va falloir en passer par là quand même, non pas à cause de la pression américaine, mais essentiellement du fait de l'échec économique, de l'échec de la politique menée globalement par les gens qui sont au pouvoir en Iran depuis maintenant 20 ans, qui ont à peu près tout essayé, mais qui restent globalement sous embargo et qui tiennent une ligne qui est assez difficilement, qui est une ligne d'autonomie nationale, qui les empêche de bénéficier de tous les partenariats qu'ils pourraient établir avec la Chine et la Russie, parce qu'ils gardent leur audacieuse autonomie, mais simultanément qui les met sous la coupe et sous la pression de leurs adversaires occidentaux. Et donc, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que les Iraniens en ont marre. Ils en ont marre de la dévaluation, ils en ont marre des coûts, ils en ont marre de ne pas avoir de perspective économique, etc. Et s'il peut y avoir un ras-le-bol qui s'étend, comme on le sait très bien, quand un gouvernement échoue pour des questions fiscales ou des questions X, Y, Z, la contamination gagne toujours et les gens ont tendance aussi à s'en prendre plus au-delà de ça, au principe même du régime, etc., etc. Donc il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas en Iran, évidemment. Ouais. Bon, maintenant, je crois qu'il y a, là encore, les réseaux sociaux prennent un petit peu leur désir pour des réalités. Il y a beaucoup de buzz et beaucoup d'exagération sur ce qui se passe là-bas, petit 1. Déjà, Internet est coupé par les mollahs, y compris les c'est la première des choses à faire. Le satellitaire, hein, c'est quand même assez impressionnant, parce que les Chinois ont donné une technologie qui permet de réduire la bande passante de Starlink. Oui. Donc c'est un test aussi pour beaucoup de régimes qui regardent en disant, bon, est-ce qu'ils vont tenir en coupant Internet ou est-ce que ça Parce que globalement, cette révolte, entre guillemets, c'est une révolte des villes ouais. et une révolte de la périphérie. Ouais. Voilà, c'est une révolte des villes parce que ça touche population plus libérale, éduquée, internetisée, on va dire, webisée, on va dire, du centre de Téhéran. Et c'est une révolte qui touche à la périphérie dans des régions qui sont avec des majorités ou des minorités, ou en tout cas des compositions de population qui ne sont pas celles qui ont le pouvoir aujourd'hui ou qui ne sont pas dominantes dans la société, typiquement les Kurdes d'un côté, etc., les Azéris de l'autre, etc., etc. Donc il y a des minorités, il y a des régions à forte minorité où les minorités sont presque des majorités, et donc évidemment il y a toujours des tentations séparatistes ou des tentations d'instrumentalisation séparatiste de cela de la part d'États voisins qui se disent qu'ils pourraient récupérer, voilà. Bon. Et puis il y a la fameuse question kurde, etc., etc. Bon, de toute façon, l'Iran sait à quoi l'affaire. Je pense que ça fait absolument aucun doute. Mais le problème principal de l'Iran, en l'occurrence, reste toujours cette question économique, c'est-à-dire comment se désinsérer comment regagner en quelque sorte ça. Il me semblait, moi j'avais analysé ça comme ça, que les échecs apparents qui sont réels, mais les échecs concernant les capacités de projection de l'Iran vers la Méditerranée, avec typiquement la décapitation du Hezbollah assez large et la perte de contrôle de la Syrie, correspondait aussi à une stratégie iranienne. C'est-à-dire qu'il y avait en Iran des gens qui ont décidé de recontinentaliser l'Iran et de sortir l'Iran de ses capacités de projection vers la Méditerranée parce qu'elles considéraient que cela restait des investissements politiques romantiques, c'est-à-dire idéologique, mais qui devenait trop coûteux, et que la question pour l'Iran maintenant, c'était globalement de trouver sa place dans la dynamique eurasiatique, c'est-à-dire continentale, avec la Russie et la Chine. Bon, évidemment, tout ça est très compliqué parce que la Russie a ses propres intérêts, les Iraniens ont leurs propres intérêts. Aujourd'hui, ils exportent ce qu'ils exportent comme pétrole, ils exportent par voie maritime. Les Iraniens ont théoriquement la capacité de fermer le détroit d'Ormuz ou en tout cas de le miner, ce qui créerait un pataquès absolument épouvantable et ferait monter en flèche les prix du pétrole pour tous les gens qui dépendent de l'approvisionnement. Ça ils n'ont jamais osé faire ça. Parce qu'ils seraient les premiers à en souffrir. Mais en même temps, au coûte que coûte, c'est un peu cela la limite aussi des attaques contre l'Iran, c'est les mollahs peuvent très bien aussi dire, attendez, si vraiment il s'agit de la survie du pays, on va le faire. Mais réfléchissez bien quand même. Donc ils ont toujours cette carte entre les mains qui leur ferait du tort, mais au point où ils en sont, quand vous amenez un pays au bord de la rupture à tout point de vue sur le plan économique, avec des tensions extrêmes à l'intérieur, etc., vous ne pouvez pas ne pas envisager qu'à la fin, ils disent « Ok, puisque c'est comme ça, vous voulez vraiment nous foutre dans la merde, on va vous y mettre avec nous. » Et tout le monde part avec nous. Et donc la fermeture du détroit d'Ormuz, ou en tout cas le blocage du détroit d'Ormuz de façon durable, aurait, même pas durable, rapidement, aurait un effet très rapide. Je rappelle,
je dis ça, je dis rien, qu'il y a 3 États qui ne dépendent pas, ou dépendent très très peu, du maritime, de la sécurisation des voies maritimes, pour exporter leur énergie. Le Canada, puisqu'il l'exporte essentiellement vers les États-Unis, les États-Unis eux-mêmes, et la Russie. Voilà. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a, même s'il y a des divisions et des dissensions entre ces blocs, il y a aussi, très clairement, une crise qui se terminerait par la fermeture du détroit d'Ormuz, ou durablement par une insécurisation de la flotte pétrolière ou du transit de pétrole dans le monde. Je dis ça à cause de l'histoire des pétroliers interceptés, etc. Du pétrolier qui a été bombardé, là, etc. Donc, l'instabilisation, l'insécurisation de l'approvisionnement par voie maritime aurait un impact extrêmement lourd pour l'Europe, évidemment, pour le Japon, pour la Corée, un peu pour la Chine, mais la Chine a toujours la possibilité de s'approvisionner par voie de pipeline et de trains ferroviaires et pipeline via la Russie, et pour l'Inde. Et donc, d'une certaine façon, cette instabilité en Iran, passé un certain stade, pourrait aussi avoir des effets tout à fait redoutables sur la santé d'un certain nombre d'alliés des États-Unis qui pourraient se retrouver piégés par cette politique de radicalisation contre l'Iran. Ça aurait évidemment des conséquences pour l'Iran, mais l'Iran, au point où ils en sont, ils peuvent se dire, de toute façon, au point où on en est, c'est plus un problème. Mais ça pourrait aussi avoir des effets tout à fait favorables, ou en tout cas des effets tout à fait décisifs, sur les intérêts américains et les intérêts russes. Encore une fois, je rappelle que les 2 principaux... Alors, l'Arabie Saoudite ne pourrait plus exporter de pétrole. Le Qatar, les Émirats Arabes Unis, tous ces États dépendent des voies maritimes pour exporter leur pétrole. Les plus, voilà, donc on va dire que les deux premières puissances de production pétrolière énergétique dans le monde, la Russie et les États-Unis, ont cette stabilité du fait de la continentalisation de leur approvisionnement. Voie pipelinaire, voie ferroviaire. Ça n'est pas le cas des autres. Donc, qui a intérêt aujourd'hui à ce que globalement ça continue à partir un peu en vrille en Iran? Je ne sais pas, je ne dis pas que ça va avoir lieu, mais il faut comprendre que on ne connaît pas en fait. Là, on est en train d'en parler entre nous, mais bon, on a affaire à des gens qui doivent normalement mettre tous ces paramètres sur la table. Voilà. Il y a un moment, il y a des gens en face qui doivent se dire, ok, qu'est-ce qui se passe là? Ah bah tiens, s'il y a une insécurisation des voies maritimes, sans fermeture des détroits d'Ormuz, c'est plus $10 sur le brut. C'est pas mal, $10. Tiens, c'est 70 milliards pour nous là, de plus sur le premier semestre. On a récupéré le Venezuela, ça tombe bien. Voilà, etc., etc. Donc, il y a des gens qui, oui, il y a des gens qui prennent des décisions et qui les font pour obtenir des positions. Je ne suis pas certain qu'il y ait grand monde qui ait intérêt à voir l'Iran se planter, y compris parmi des gens, par exemple en Israël, qui rêvent effectivement d'un changement de régime, mais qui se retrouveraient eux aussi dans une situation extrêmement délicate et du coup une situation extrêmement périlleuse si effectivement l'Iran venait à tomber. Donc tout le monde a intérêt à ce que, à mon avis, ça bouge en Iran, y compris les Iraniens eux-mêmes, qui vraiment subissent en fait une politique qui les emmène nulle part et dont on a l'impression qu'elle les ruine, les appauvrit et les démoralise, et on les comprend. C'est pas, contrairement à ce que pensent les uns et les autres, des histoires de foulards de fichus sur la tête ou des trucs comme ça. Ça existe aussi, mais... Oui, non, mais c'est pas le sujet là-bas. Enfin, on va dire qu'il n'y a pas de crise sociale parce que les femmes doivent porter un hijab ou... bon, bref, ça n'existe pas. Bon, ça n'est pas un paramètre politique. Voilà. Donc ça fait partie de la propagande occidentale à destination d'une partie de la population française qui, globalement, a les yeux fixés sur la question de l'islam pour des raisons intérieures et transfère ces stress ou ces névroses, oui, voilà, ces transferts psychotiques en direction de l'Iran qui n'a rien à voir dans cette affaire-là et qui se trouve tout d'un coup racontés par des gens qui ne le connaissent pas, l'Iran. D'ailleurs, c'est fascinant de voir tous ces gens qui adorent les Iraniens et qui adorent l'Iran tout d'un coup depuis 6 mois, alors que même depuis 2 semaines, alors qu'on ne les entendait jamais parler d'Iran jusqu'à maintenant, et déclarer leur... Dès qu'il y a une révolution de couleur ou ça bouge un peu, quoi. Oui, c'est ça. Alors c'est assez fascinant de voir en fait des réseaux émerger, en fait. Et j'invite les gens qui nous regardent à regarder ce qu'ont publié les grands comptes d'influenceurs qui suivent pendant cette période-là. C'est toujours très intéressant. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous voyez en fait des gens qui sont au repos
pendant un certain temps. Quand je dis Europos, c'est-à-dire globalement qui vise à se faire des amis en ayant un discours qui plaît, qui leur permet d'avoir des vues, de ramener du monde, etc. Et qui à certains moments, comme ça, paf, vous les voyez, puis alors, renvoyer des pancartes avec marqué soutien aux femmes iraniennes, etc. Et vous vous dites, ok, c'est pas le sujet là. Ok. Et là, vous vous dites, ok, donc on voit très bien ce qu'il y a derrière. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas le droit de le faire. Tout le monde a le droit de s'amuser. Si les gens ont envie de parler des femmes iraniennes ou du rôle des cul-de-jatte en Iran au moment où il y a une révolution sociale en Iran, ils peuvent parler du problème des cul-de-jatte en Iran. C'est pas un problème. Ou des femmes qui portent le foulard et qui ne voudraient pas le porter. C'est pas un problème. Elles ont le droit de le faire. Bien sûr, c'est pas un problème. Et c'est un thème légitime, ou en tout cas légitime du point de vue des femmes iraniennes. Et en Iran, ça peut être éventuellement une question. Je n'y suis pas. Je me permets simplement de dire que là, ça n'est pas le sujet du tout. Et que pendant que les guignols s'amusent, il y a des gens qui ont des calculatrices et qui, eux, ne s'amusent pas du tout. Justement, la transition est parfaite. Tu parles des guignols qui s'amusent et de ceux qui calculent. Et qui font effectivement des scénarios et qui voient très bien ce qui est en train de se passer ou qui en font partie, ils sont acteurs. Nous, on a les guignols, c'est l'Union européenne. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que là, on a quand même Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, qui nous explique très sagement, très intelligemment, qu'il faut faire la guerre à la Russie et se priver de l'énergie russe en 2027, parce qu'elle est méchante, cette énergie. Qu'il faut, alors ça c'est Ursula von der Leyen, le dernier truc, être dur avec les États-Unis et peut-être envisager de censurer les plateformes et les réseaux sociaux américains, mais aussi les logiciels. Mais là, c'est évidemment impossible. Et on a dans le même temps Emmanuel Macron ou d'autres qui nous disent qu'il faut aussi être dur avec la Chine, c'est-à-dire qu'on a l'Union européenne qui est donc cette région qui n'a pas de ressources propres, qui a une armée disparate et qui n'est pas en guerre contre les trois empires actuels en voulant eux-mêmes être un empire. Alors essayons de nous mettre du point de vue de comprendre la propre logique de ça, parce qu'on pourrait dire tiens c'est hasardeux, c'est hasardeux, mais non en fait ça ne l'est pas. C'est-à-dire que nous avons des élites eurocratiques, je dis pas eurocratiques ou européennes parce qu'elles ne sont pas européennes, elles sont pas européennes parce que quand le seul projet de gens qui se proclament de l'Europe, de la culture, de la défense des intérêts européens, leur seul projet prioritaire depuis maintenant 5 ans, voire 10 ans, c'est d'entrer en guerre contre le plus grand pays européen par sa population et son économie, à savoir la Russie, on peut douter de leur européanité, ou en tout cas de leur européisme idéologique. On peut se douter qu'on a affaire à quelque chose d'un petit peu différent. Mais ça, c'est une parenthèse. Donc là, on a affaire à des gens, à une oligarchie qui, globalement, a nidifié à l'intérieur des institutions fédérales et dans l'OTAN, globalement, et qui, parce qu'elle est en situation de perte de contrôle aux États-Unis, globalement, a pris ses marques dans l'Union européenne et continue à faire tourner tout ça. Leur logique est assez claire, c'est-à-dire qu'ils estiment, ils utilisent chaque stress relationnel que nous avons avec des puissances mondiales comme une raison supplémentaire de construire un bloc étatique européen. Fédéraliste. Fédéraliste sur le papier, parce que pour les gens qui connaissent l'histoire du fédéralisme, on n'est plus du tout dans un État fédéral. État fédéral que le nom. On est parce sur une domination. Les États-Unis sont déjà un État fédéral douteux, mais il y a encore toujours la Constitution des États-Unis. Parce que je le dis toujours, mais les Américains sont en prise à peu près avec les mêmes adversaires que nous, le peuple américain, avec les mêmes puissances que nous, les puissances financières, etc., politiques, idéologiques, etc. Mais eux, ils ont quand même la Constitution des États-Unis pour les protéger, même si elle n'est pas parfaite, loin de là. Mais qui a pas été touchée et qui respecte absolument. C'est un texte sacré, la Constitution. Voilà. Nous, on ne l'a pas. Non. On n'a même pas ça. Et donc, on a affaire globalement au même problème, sauf qu'on n'a pas cette constitution pour nous protéger. On a au contraire des législations qui sont de plus en plus liberticides, avec des États de plus en plus liberticides, avec Starmer qui quand même est en tête de gondole. Le Premier ministre britannique qui est fou sur la censure. Et qui bat tous les records. La Grande-Bretagne a battu les records mondiaux, le record mondial de condamnation devant les tribunaux pour des propos en ligne. Je crois qu'ils sont arrivés devant la Chine, devant tous les autres États réunis. Et c'est le double, le triple des condamnations juridiques sur la parole en ligne. Donc on a une vraie caporalisation, on va dire, des États européens, même de ceux qui ne sont pas dans l'Europe, mais qui font partie du bloc, puisqu'on a tous bien compris, avec le trio Merz, Macron, Starmer, on avait bien compris qu'on avait affaire là, en fait, à un bloc qui... La coalition des volontaires. Alors, coalition des volontaires, je rappelle que ce terme a été inventé à l'époque de Bush pour désigner une coalition
qui devait pouvoir intervenir en Irak contre et sans autorisation du Conseil du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc c'était déjà à l'époque la coalition des volontaires, c'était déjà un truc qui disait le droit international, on n'en a rien à branler, on va y aller et on va y aller avec ceux qui sont d'accord. Je rappelle, si les gens se rappellent de l'épisode du discours de Villepin, etc., aux Nations Unies, etc., je rappelle que c'est précisément parce qu'ils n'ont pas pu obtenir l'accord de la validation par l'ONU de cette intervention que les États-Unis ont fait le choix de créer en quelque sorte une sorte d'armada passant par-dessus le droit international, capable d'intervenir en Irak après avoir mené un embargo qui a quand même fait plus de 500 000 morts. Et pour la liberté. Oui, avec Madeleine Albright à l'époque qui expliquait que les 500 000 gosses qui étaient morts là-bas, ça en valait la peine. Et donc ces gens-là ont inventé le terme de coalition des volontaires pour désigner globalement une opération de déstabilisation militaire internationale passant par-dessus l'ONU, par-dessus le droit international et en opposition, en infraction totale avec les règles du droit international que les États-Unis avaient eux-mêmes contribué très fortement à édifier à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on est là très clairement dans avec cette référence à la coalition des volontaires, très clairement dans un gros clin d'œil. On a bien affaire là aux réseaux néoconservateurs réfugiés donc dans l'Union européenne et à côté, chez les Anglais aussi. Donc on a bien affaire là à des intérêts qui ne sont pas tout à fait alignés avec ce que Trump fait, puisqu'encore une fois, comme je l'ai expliqué au début de notre échange, ce qui fait les néoconservateurs, c'est pas tant l'interventionnisme, parce que les Américains, toutes les grandes puissances, d'une certaine façon, sont interventionnistes, mais les Américains plus que les autres. Je crois qu'ils en sont à leur 227 ou 228e opération militaire dans le monde, etc. Elles le sont toutes. Ce qui caractérise les néoconservateurs, c'est les raisons pour lesquelles elles le font. Ouais. C'est les intérêts qui sont défendus en le faisant, surtout. Pas que, mais c'est beaucoup ça. Avec toujours la Russie en objectif. Avec la Russie, parce qu'il y a des vieux comptes à régler du fait de on en avait déjà discuté, du fait de l'origine des néoconservateurs, de ces familles de néoconservateurs, avec cette ambiance de bal des vampires à l'est de l'Ukraine, etc. Et aussi parce que pour les raisons, après la guerre des 6 jours, de l'expansion, de la sécurisation, de la nécessité de donner à Israël une puissance, une capacité en fait de défense, cherche globalement à fragmenter tous les États autour pour créer les conditions d'un expansionnisme israélien au détriment de tous ses voisins, etc. etc. Le passage de l'ennemi communiste avec le couteau entre les dents après la chute de l'Union soviétique à celui du musulman avec le couteau entre les dents à partir de tous les confettis qu'ils avaient eux-mêmes financés, que la CIA avait elle-même financé dans le monde entier, financés par des puissances comme les pétromonarchies qui étaient intégralement tenues et qui regardaient les bases militaires dans la région, Qatar, Iran, etc. On nous expliquait par exemple que le Qatar avait financé, l'horreur avait financé le Hamas pendant des années. Regardez le Qatar, c'est un truc qui fait 60 km de large. La base militaire la plus importante de la région était en plein milieu du Qatar et les, entre guillemets, terroristes du Hamas de l'époque étaient donc dans un pays qui fait 60 km de large avec au milieu la plus grosse base militaire de la région, financée à la demande d'Israël et des États-Unis, bien évidemment, à l'époque pour déstabiliser le Fatah qui lui-même était une puissance d'opposition à l'État israélien mais qui était une puissance qui pouvait rassembler des gens de sensibilités politiques différentes. Un petit enseignement en tiré de ça. Je rappelle toujours que le Fatah était un problème pour Israël. Pourquoi ? On revient sur la Palestine là. Donc, était un problème parce qu'au Fatah, vous aviez des musulmans convaincus, vous aviez des laïcs, vous aviez des socialistes, vous aviez des nationalistes arabes, vous aviez des chrétiens, vous aviez des musulmans, coalition, là. Vous aviez toutes les représentations de la politique, de la société palestinienne, avec des médecins, etc., gens qui avaient des formations militaires, d'autres qui ne les avaient pas, etc. etc. Ce qui n'est pas du tout le Hamas. Ce qui évidemment n'était pas du tout le Hamas, qui lui était un mouvement confessionnel et qui donc, par son existence et par le rôle qu'il a pris comme opposant à l'État d'Israël, servait beaucoup le narratif néoconservateur dans le monde, puisque le narratif néoconservateur, c'était évidemment de créer cette polarité toujours entre Occident et Islam, l'islam devenant... il suffisait de regarder la position d'Israël et puis la religion de tous les pays qui entouraient Israël pour comprendre que ce choix de ce nouvel adversaire mondial n'était pas dû au hasard. Bon, ferme la parenthèse. Mais on est là, donc,
aujourd'hui dans une situation où tous les pays, et les Européens en premier, vont devoir se poser effectivement la question de savoir comment se comporter par rapport à des puissances qui, globalement, font valoir leurs intérêts, quoi qu'on en pense. Quoi qu'on en pense. Il ne s'agit pas de rentrer dans la logique des uns et des autres. Non, parce qu'on a l'impression que justement les leaders européens ne parlent que de morale, enfin font croire que eux sont vraiment se drapent dans cette grandeur, le droit international, the rule-based order, les valeurs morales de la démocratie qu'il faut absolument protéger par la censure, par exemple, et donc que toute leur politique est de faire le bien en fait par la morale. C'est pas du tout vrai, mais c'est ce qui fait qu'on a des choix totalement dingues aujourd'hui. Bah, c'est le bal des cocus. Il n'y a qu'à regarder le Danemark qui va se retrouver en situation de céder le Groenland. Danemark qui a été totalement aligné de façon obséquieuse totale sur la politique américaine depuis plusieurs décennies, qui achète des armes, des avions américains, qui s'équipe américain, qui suit absolument toutes les inflexions de discours américains, y compris quand ils changent d'avis en 2 ans de temps. Le Danemark change d'avis avec eux. Base avancée de la NSA. Ce pays est un modèle de collaboration objective totale, je dirais quasiment optimale, d'un pays européen avec une puissance étrangère, les États-Unis. Bon. Comme le Royaume-Uni. Voilà. Et voilà à quoi le destin des collaborateurs, le destin de ces gens-là, c'est de terminer comme ils sont en train de terminer, c'est-à-dire de découvrir, après 40 ans de collaboration active, que le grand frère allait pouvoir se servir chez eux bientôt. Ils vont trouver des solutions intermédiaires, je pense. Ça ne va pas être une saisie pure et simple. Ce ne sera pas militaire, bien entendu. Oui, je pense que Trump a des moyens d'obtenir globalement un statut intermédiaire qui se transforme en statut définitif. Ce qui s'est passé, le Groenland, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on voit qu'il y a une politique de colonisation, quasiment, en disant c'est un territoire vierge. C'est peut-être au Danemark, mais en fait non. Et vous avez tous les milliardaires de la tech qui ont déjà prévu en fait des fonds d'investissement et une sorte de régionalisation, de caporalisation du pays. Peter Thiel évidemment, Palantir, mais aussi Lauder et tous les autres. En disant, on sait que là il y a du lithium, on sait qu'il y a plein de choses intéressantes contre les Chinois. Ils sont déjà là. Et que peut faire l'Union européenne face à l'alliance de Trump et des milliardaires de la tech ? Oui, c'est assez drôle. D'ailleurs, c'était marrant que Trump a expliqué que c'est pas parce que les Danois avaient découvert le Danemark ou avaient posé les pieds là-dessus que le territoire leur appartenait. Comme s'ils avaient envoyé un bateau. Ouais. Donc, non, mais ceci dit, je remets pas en question la souveraineté du Danemark sur le Groenland, mais enfin, d'abord, ça se discute effectivement, et ensuite, si on appliquait ce discours-là à la présence des États-Unis, à l'existence des États-Unis eux-mêmes, tout ça n'a pas de sens, évidemment. Bon, bref. On est là dans un discours de rapport de puissance pur. Donc, je pense que d'une façon ou d'une autre, Trump réussira à, entre guillemets, annexer le Danemark. Que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, il y a beaucoup de gens qui se disent que même si Trump ne dure pas politiquement, cela restera globalement un objectif pour les États-Unis dans les années qui viennent. Ouais. Voilà. Avec le document de sécurité nationale qui a été publié et qui montre très bien la volonté d'englober toute la sécurité proche et pour la suite le carton avec la Chine. Parce qu'on se dit il se prépare à ça finalement et donc il faut être sûr que le pays est sous contrôle autoritaire avec un seul parti et les gens sont d'accord. Et puis derrière on a suffisamment de ressources pour tenir un siège. C'est en tout cas un objectif américain depuis très longtemps. Pour des raisons X, Y, Z, il n'avait pas été considéré comme prioritaire dans le passé. Trump a décidé d'en faire un objectif prioritaire. Je doute qu'il puisse atteindre un objectif rapide et brutal à l'intérieur de l'OTAN. Parce qu'évidemment, si on active l'article 5, en théorie, ça nous fait entrer en guerre les uns contre les autres, ce qui serait évidemment absurde. Donc, il semble difficile de réaliser cette opération de façon brutale dans le cadre de l'OTAN. Alors, il y a plusieurs options. La première option, c'est faire sauter l'OTAN, ou en tout cas en faire un prétexte pour faire sauter l'OTAN, à la demande des Européens eux-mêmes, ce qui pourrait être amusant. Après avoir des gens qui se sont totalement alignés sur les objectifs de l'OTAN du jour au lendemain, le dynamiter par, amour déçu. La deuxième option, ça serait d'obtenir, comme toujours avec Trump, un État intermédiaire, c'est-à-dire on dit beaucoup de choses très brutales, et puis à la fin, on trouve un truc, Donc,
Ça serait à peu près logique aussi, c'est-à-dire que ça permet toujours d'obtenir par exemple un état de cogestion, de co-installation, bref, etc. Meilleure ouverture et disponibilité du Danemark à de nouvelles bases militaires, à de nouvelles entreprises, etc. Et les 3 quarts aux États-Unis. Voilà. Donc bon, c'est le grand jeu. Une chose est sûre, c'est que on a chez les élites européennes le besoin d'utiliser tous les stress pour légitimer l'existence d'un super-État européen. Avec un discours qui peut parfaitement s'entendre, qui consiste à dire nous avons besoin face aux Chinois, aux Russes, aux machins, etc., aux Américains, même les Américains, nous avons besoin d'être plus forts et donc unissons-nous pour créer une force politique, etc., etc. Or, évidemment, je le rappelle toujours, il n'y a pas aujourd'hui d'intérêt commun. Et c'est ce que nous démontre une fois de plus, non seulement la guerre en Ukraine, mais etc., etc. Il n'y aura pas d'autonomie européenne sans la Russie, puisque la Russie est quelque sorte le poumon géopolitique, énergétique, naturel, je dirais, et militaire et diplomatique de l'Europe. Et donc, évidemment, une Europe allant de Brest à Vladivostok serait évidemment un continent, une puissance, et une puissance, effectivement, qui compterait, peut-être, et même certainement la première puissance du monde, et pourrait assurer sa souveraineté, sa protection, etc. Mais tous les gens qui nous parlent de construire une Europe, d'abord, contre la Russie, c'est-à-dire contre une partie de l'Europe, puis contre tous les États qui ne sont pas d'accord avec la Russie, qui sont d'accord avec la Russie, c'est-à-dire maintenant contre la Hongrie, contre demain etc., etc. Tous ces gens-là ne nous parlent pas de construire l'Europe. Ils nous parlent simplement de construire globalement un État policier technocratique européen qui prend le nom d'Europe, qui ne recoupe qu'en partie les frontières de l'Europe, mais qui a globalement vocation à devenir un empire romain d'Orient, en quelque sorte, pour les États-Unis, c'est-à-dire globalement à jouer le rôle qu'a joué Constantinople dans l'Empire romain pendant un certain temps, Byzance plus tard, et qui globalement vise à créer un bloc politique qui, à terme, et peut-être certainement à moyen terme, fusionnerait avec l'État fédéral américain. Donc là, on a affaire globalement à des gens qui cherchent à faire disparaître les États nationaux européens pour transférer les ultimes moyens de souveraineté, en gros la défense, les moyens de police, les moyens de défense, etc., au niveau européen pour que, je dirais, la fusion soit achevée. Justement, il y a un message là de Kubilius, qui est le commissaire européen de la défense, un poste créé nouvellement par Ursula von der Leyen, ça n'existait pas auparavant, et qui dit il faut une armée européenne, cette fois-ci c'est sûr, 200 000 hommes, bon c'est pas non plus une énorme armée, mais ce serait déjà un premier pas vers la dépossession de cet instrument ultime de la souveraineté, l'armée nationale, pour dire bah voilà, vous n'avez plus d'armée, vous n'avez plus de monnaie déjà, vous avez l'euro, donc on vous enlève l'armée, qu'est-ce qui restera? Là, Emmanuel Macron va vendre l'arme nucléaire, la dissuasion nucléaire, en disant que c'est pour toute l'Europe, nos amis allemands y ont droit, etc. Il finira son job, il lui reste 1 an, il ira jusqu'au bout. Quels sont les moyens, en fait, pour empêcher ça? Parce que quand on est contre ce projet européiste, technocratique et dangereux, on est vu alors comme un populiste d'extrême droite, un souverainiste, enfin tout ce qui ne va pas, ce qu'on n'a pas le droit de dire, et contre le sens de l'histoire d'une certaine façon, avec en plus un pouvoir central qui censure ce camp politique. Alors, cette option, je dirais, souverainiste, qu'on appelle souverainiste, on va dire nationale, est globalement aujourd'hui aussi bien ancrée à droite qu'à gauche, et même chez toute une partie de gens qui ne veulent pas se situer sur le clivage droite-gauche. Et elle est beaucoup plus influente qu'elle n'en a l'air. Elle est très influente. Elle est influente dans beaucoup de trucs, simplement, elle n'a pas elle est populaire. Et comme toutes les influences populaires, c'est une influence visible, présente, qui ressort à chaque mouvement social, etc., etc., partout, mais qui est littéralement ligotée, enfermée, éteinte, dénaturée aussi, par les grands médias qui essaient de l'instrumentaliser, de l'utiliser, etc., que ça soit à droite ou à gauche. Bon. Et donc, effectivement, pour l'instant, cette ligne-là, ou en tout cas cette prise de conscience de la nécessité d'une politique nationale, n'a pas de direction politique, n'a pas de tête politique, où on a trop, c'est à peu près la même chose d'ailleurs, et donc n'a pas d'expression et ne pèse pas politiquement, électoralement. Peut-être que ça va changer, peut-être qu'il va y avoir un moment souverainiste dans les années qui viennent. On peut mener, et je le dis pour les gens qui sont comme moi attachés, parce que moi j'ai travaillé, vécu et travaillé en Allemagne, donc j'ai ouvert une division de mon entreprise en Allemagne, j'ai fait la même chose en Espagne, etc. Donc
bon, j'aime beaucoup mes voisins européens. Pas que, mais j'aime beaucoup mes voisins européens. Je me sens très européen par deux cultures, etc. etc. Et donc, je suis attaché aussi à ce que, effectivement, il n'y ait plus de guerre entre les États européens, qu'il n'y ait plus de... Voilà. Bon. Et quand je dis plus de guerre avec les États européens, c'est plus de guerre en Ukraine, évidemment, donc plus de guerre avec la Russie. Donc, je pense qu'il y a effectivement une ligne, je dirais, souverainiste à tenir, qui soit capable d'entendre aussi, non pas du patriotisme européen, mais un attachement des Français, parfaitement logique, et de d'autres peuples, à cette idée que nous aurions une fraternité de culture, d'histoire, de religion qui existe, et que tout ce qui pourrait contribuer globalement à faciliter nos relations dans le futur irait dans le bon sens, et la coordination de nos moyens, de nos intérêts, etc. irait dans le moyen. Tout le monde est d'accord là-dessus. Bien. Maintenant, une fois que ça c'est dit, nous savons, on va faire l'affaire très simple, nous savons que l'augmentation des prérogatives de l'Union européenne est symétriquement le reflet inversé de la puissance, du bien-être, de la liberté et de la richesse des Européens. Voilà, je dis ça pour clore le débat. Si vraiment vous vous intéressez, c'est comme les amis de l'Ukraine. Ouais. Hein, c'est les amis de l'Ukraine là en ce moment, c'est les amis de l'Iran. Donc il y a les amis de l'Europe aussi. Alors les amis de l'Europe, je leur dis, une politique ou une institution qui aboutit à appauvrir, ruiner, soumettre les Européens, à les engager dans des guerres, à les ruiner économiquement, énergétiquement et à les mettre à la botte d'une autre puissance, en l'occurrence les États-Unis, n'est pas bonne pour les Européens. Donc si vous êtes sincèrement pro-européen, entendez simplement que l'institution ou les moyens de cette puissance, ou les moyens de cette concorde, les moyens de cette richesse, les moyens de cette entente, ne résident pas fondamentalement ni forcément dans le soutien à des institutions qui globalement ont produit les résultats inverses depuis des années. Comme pour les amis de l'Ukraine, qui sont certainement des gens certainement très bien, il y a les opportunistes et il y a les gens sincères. Les amis de l'Ukraine, je leur dis, vous ne pouvez pas, quand une politique aboutit à ce qu'un peuple perde près d'1 million d'hommes dans une guerre absurde pour des territoires que son gouvernement a bombardé pendant des années, a martyrisé pendant des années, pour essayer de récupérer ces territoires, etc., que ceux qui me disent que cette politique, depuis 5 ans maintenant, voire 15 ans, a été favorable aux Ukrainiens, je veux bien qu'on m'explique. Voilà. Donc, les amis de l'Ukraine ne sont pas les amis de l'Ukraine, et les amis de l'Europe ne sont pas les amis des Européens. La seule façon d'obtenir je dirais la dynamique politique de résistance, de souveraineté dont nous avons besoin en Europe, c'est de maintenir des souverainetés nationales et de pratiquer des politiques d'entente. Mais ça, il y a des tas de gens qui l'ont expliqué, on ne va pas le revenir aujourd'hui là-dessus. Mais il n'y a pas de symétrie entre la défense des intérêts européens et la défense de l'Union européenne. Au contraire. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, on le voit bien, enfin, toutes les lois les plus ubuesques de la Commission européenne sont en train d'être détricotées parce qu'elles ont tué l'automobile, l'énergie, des secteurs stratégiques qui sont ravagés par le délire carbone tel qu'il est présenté actuellement, alors que les États-Unis ont dit on arrête, et pourtant ça continue. Et malheureusement, quand on voit les coalitions, Starmer, Macron, Merz, qui sont systématiquement les trois, c'est Riri, Fifi, Loulou, dans tous les mauvais coups, en essayant de dire mais nous on a un plan, c'est l'armée maintenant, c'est l'économie de guerre. Donc on voit bien que le projet quand même de ces gens-là, au final, c'est une guerre. Alors il y a ça. Bon, pour l'instant c'est surtout des mots, parce que globalement, si on regarde ce qui s'est fait dans les faits, en termes d'industrialisation militaire, le moins qu'on puisse dire, c'est que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et qu'on est très loin des promesses, même de celles qui ont été faites il y a 3 ans, mais avec Macron, on est un peu habitué. Voilà. Et puis, bon, son temps est compté aussi, bref. Mais c'est un fait. Je note quand même qu'au-delà du triumvirat Macron, Starmer, Merz, la quasi-totalité des oppositions politiques, ou pseudo-oppositions politiques, sont globalement en superficie, je dirais critique des positions de Macron ou des positions de Merkel, etc. Mais par exemple en France, on trouve aussi bien à l'intérieur du Parti Socialiste, je dirais aller de Glucksmann à truc, etc., qu'à la droite, voire à l'extrême droite, côté Rassemblement National, etc., des gens qui, s'ils critiquent apparemment cette politique-là, servent son narratif. Je rappelle que le narratif qui permet
le discours qui permet de légitimer les transferts de souveraineté et la construction du super-État européen, c'est ce fameux urgent dont je parlais tout à l'heure, qui aboutit toujours à ferme ta gueule au final, c'est-à-dire inévitablement ce stress qui provoque inévitablement les mesures d'exception et les décisions qui aboutissent à la perte de souveraineté, etc., etc. On ne peut pas servir cette soupe aux gens, leur dire oui, effectivement, la Russie nous menace, oui, c'est une puissance qui menace nos intérêts, nous sommes en guerre, patin couffin, etc. Il faut aider. On ne peut pas tenir ce discours-là et en même temps dire non, il ne faut pas les faire la guerre. Il ne faut pas se défendre. Ou il faudrait faire la paix. C'est précisément la ligne Bardella, ça. C'est typiquement ça. C'est-à-dire, c'est le type qui vous dit bah oui, on est en guerre contre la Russie et en même temps il faudrait faire la paix. Donc, non mais on voit bien la logique et on voit bien les intérêts derrière, puisqu'en fait, lui en l'occurrence est très otanisé. Son environnement et les gens qui sont autour de lui ont des liens très profonds, étaient largement infiltrés depuis longtemps par des gens et des réseaux qui sont très proches de l'OTAN, dans lequel on trouve un certain nombre de réseaux dont on parlera un autre jour. Bref, ces gens-là, en fait, sont dans l'opposition et critiquent les mauvais résultats de Macron, mais fondamentalement alimentent le même narratif. Le narratif que vous trouvez d'ailleurs dans les médias, de LCI à BFM, en passant par etc., etc. Avec quelques petites fausses notes de temps en temps sur CNews qui relaient d'autres narratifs sur d'autres raisons. Aussi, un peu et qui joue son rôle de voiture-balai. Faut rappeler la fonction fondamentale de CNews. C'est la voiture-balai, c'est-à-dire épouser les stress de la population sur des questions tout à fait légitimes, immigration de masse ou autre. Et le moment venu... dire où il faut aller. Voilà. Dans quel enclos il faut se ranger. Bon, donc... Une chose est sûre, c'est que nous avons besoin effectivement d'un moment souverainiste en France, et je pense qu'il est en voie d'arriver dans d'autres pays. Oui. On le voit très clairement. En Allemagne notamment. En Allemagne, avec effectivement l'AfD et Sarah Wagenknecht, qui est malheureusement encore totalement sous Alim, etc. Donc il y a une volonté des populations aujourd'hui de sortir de cette logique qui n'est pas de l'anti-européisme, qui n'était pas une hostilité à la culture européenne, une hostilité à ses voisins, qui n'est pas une volonté de se replier sur un précaré nationaliste, etc. etc. C'est simplement un état de fait, un bilan. C'est un bilan. Regardez les coûts. Construction européenne, et voyez où nous en sommes en termes de qualité de vie. Voilà. Et donc, ce bilan, il faut le faire. Ouais. C'est le moment, effectivement, de le porter effectivement, politiquement. On verra comment tout ça va se décanter ou ne va pas se décanter, d'ailleurs. Mais une chose est sûre, c'est que... Le but de nos adversaires, c'est très clairement de nous empêcher de disposer des moyens de cette politique partout. Et il ne faut pas non plus négliger qu'il y a chez nos adversaires, en particulier non pas aux États-Unis, parce que les États-Unis ont toujours été quoi que laisse apparaître Trump aujourd'hui. Je rappelle que la construction européenne a toujours été soutenue, appuyée et encouragée par les États-Unis. C'est un projet, et explicitement, quand vous aviez Obama qui expliquait aux dirigeants européens qu'il faudrait faire entrer machin et trucs muches, etc., les États-Unis font pression depuis 20 ans pour que la Turquie entre dans l'Union européenne, par exemple, etc. Donc il y a toujours l'Union européenne est un projet américain, d'une certaine façon. Atlantiste. Et donc, évidemment, ça ne passera pas non plus par un retour, je dirais, à la loi de la jungle en Europe, avec des gens qui ne prennent en compte que les intérêts nationaux et nourrissent des antipathies pathologiques à l'égard de leurs voisins. Je dis ça aussi pour un certain nombre de souverainistes qui ont tendance à faire de l'anti-germanisme primaire ou de l'anti... Bon, bref. Donc... Surtout anti-germanisme. C'est vrai que c'est la dominante. On peut comprendre pourquoi, quand même. On a une histoire. Mais voilà, il faut être capable aussi de rassurer, de montrer qu'on a affaire là à la nécessité de retrouver certainement des intérêts nationaux, de récupérer ou à faire revenir en France et engager un processus qui nous amène à récupérer effectivement une forme de souveraineté, ce qui créera de facto des changements de conditions, des changements de position, mais évidemment il ne faudra pas tomber dans la situation absurde les situations absurdes du passé. Eh ben, merci beaucoup Laurent Zon d'avoir parlé un peu de ce monde en mutation. 2026 risque d'être une année chargée en matière de géopolitique. L'euro numérique arrive aussi, on n'en a pas parlé, mais ça va être aussi un beau moment, j'imagine, de propagande. Et puis les municipales qui vont ensuite lancer la course à la présidentielle en France, où j'imagine que la question européenne sera centrale.
Il est question de mettre ensemble les municipales et les législatives. J'ai vu ça aussi. Oui. Voilà, donc ce qui ne serait pas totalement idiot de la part du camp présidentiel. Ouais. Parce que ça, effectivement, les élections municipales sont des élections où on vote pour essentiellement des personnes, plus que pour des partis. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des candidats de partis d'opposition rayent leur mention de parti politique sur leurs affiches. Ouais. J'ai vu les affiches passer assez amusantes déjà. Ah, on voit rien en fait. Oui, il n'y a plus personne. Il y a un nom, une tête, mais voilà. c'est de couleur bleue. Bon. C'est ça. C'est ça, on pense au même, je pense. Et donc évidemment, le fait de mêler les deux, c'est effectivement intéressant parce qu'il se pourrait que les élections municipales aient une influence sur le résultat des législatives, et pas l'inverse. C'est-à-dire non pas que si effectivement les élections avaient lieu en même temps, le local, le gestionnaire et l'humain reprendraient le pas sur les logiques de parti à l'échelon national, et donc influencerait très probablement, permettrait peut-être au camp présidentiel d'avoir des résultats un peu moins catastrophiques que ce à quoi ils peuvent s'attendre. Mais peut-être que je me trompe, j'ai toujours été très mauvais pour commenter les élections, donc on va pas anticiper. On va pas anticiper, non. En tout cas, il y avait déjà beaucoup à dire. Merci beaucoup, Laurent Ozon. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, un pouce, un commentaire, et puis vous pouvez la partager. Et le livre de Laurent Ozon sur les néoconservateurs, une élite impériale, est disponible dans toutes les bonnes librairies. Et en ligne aussi, on peut le trouver. Surtout sur les librairies, on peut le trouver sur les sites de l'éditeur, mais on a un peu asphyxié volontairement Amazon pour éviter que les gens l'achètent sur Amazon. Donc régulièrement, ça tombe en rade sur Amazon parce qu'on arrête de les approvisionner. Je ne l'ai pas dit. Et on a surtout fait un gros travail pour le faire promotionner par les libraires et les réseaux de libraires indépendants. C'est très facile à trouver chez les libraires et commander chez les libraires ou le trouver chez les libraires. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Et à très bientôt aussi. Au revoir.